Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une propriété très importante des fonctions, à savoir qu'elles sont parfois injectives, parfois surjectives, parfois ni l'un ni l'autre, et parfois les deux, et à ce moment-là, on dit qu'elles sont bijectives. Donc, ce cours prolonge celui que j'ai déjà fait sur les fonctions. Donc, je vais d'abord vous donner les notations que je vais utiliser dans ce petit exposé. Donc voilà, le E du début arrondi, ça signifie toujours appartient à l'ensemble. R, c'est l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres qu'on connaît. R+, c'est uniquement les nombres positifs, où 0 est inclus dedans. R étoile, par contre, c'est tous les nombres positifs et négatifs, mais pas 0. Et puis, alors cette espèce de A à l'envers, là, signifie quel que soit, ou pour tout. Le E à l'envers signifie il existe, au moins un élément, et puis la double flèche là signifie l'implication, hein, c'est-à-dire que voilà, si ce qu'il y a devant la flèche est vrai, ce qu'il y a derrière doit être vrai également. Ok, donc un petit rappel de ce que c'est qu'une fonction, je l'avais dit la dernière fois, une fonction c'est trois ensembles, un ensemble de départ, D, un ensemble d'arrivée, donc l'ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, et un ensemble de flèches. Alors comment on note les flèches? Eh bien, on les note par un ensemble de couples, ou DA, où donc le premier élément du couple est l'élément de départ, le deuxième élément du couple est l'élément d'arrivée. Donc un couple DA signifie une flèche entre D et A. Et la restriction qu'il y a pour que ce soit une fonction, c'est qu'à partir d'un élément de départ, on ne peut pas avoir plusieurs flèches qui partent du même élément de départ et qui arrivent à deux endroits différents. D'accord ? Ça, c'est interdit. C'est-à-dire que voilà, tout élément de D, il possède soit zéro image, s'il n'y a pas de flèche qui parte de lui, soit une image, s'il y a une flèche qui arrive voilà, quelque part dans l'ensemble d'arrivée. Donc c'est ça une fonction, hein. Un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, un ensemble de flèches qui vérifie cette contrainte. Un petit rappel donc des définitions. L'ensemble des éléments qui ont une image donc s'appelle l'ensemble de définition de la fonction f, et l'ensemble des éléments de l'espace d'arrivée qui sont atteints, qui ont des antécédents, s'appelle l'image de la fonction. Alors, donc à partir d'une fonction f de D dans A, on va dire que c'est une application lorsque l'ensemble de définition de f, c'est tout l'ensemble de départ. Autrement dit, quand tous les éléments de départ donnent une image. Voilà, on enlève toutes les valeurs pour lesquelles on ne peut pas calculer, etc. Hein. Quand la fonction est définie partout, quand ça marche pour toutes les valeurs, c'est une application. Alors en fait, il n'est pas bien compliqué de se ramener à une application quand on a une fonction. Il suffit d'enlever les valeurs pour lesquelles ça ne marche pas. Hein, je vais donner des exemples. Les fonctions 1 sur x, de R dans R, ah, pour x égale 0, on ne peut pas calculer. 1 sur 0, ça n'a pas de valeur. Donc on enlève 0, on dit bah tiens, maintenant on prend l'application de R étoile dans R qui a x, ceci 1 sur x, bah voilà, c'est une application. Pareil, la fonction qui a x, c'est racine carrée de x, donc la racine carrée n'existe que pour les nombres positifs, donc c'était une fonction de R dans R, mais si je la prends de R plus dans R, j'obtiens une application. Donc en fait, c'est très simple de passer d'une fonction à une application, il suffit de calculer les valeurs pour lesquelles elle est bien définie. C'est pour ça que les anglo-saxons utilisent uniquement les applications en fait. Ils ont le terme map en anglais qui signifie application, et ils n'ont pas d'équivalent à fonction. Alors, parfois ça peut poser des problèmes parce qu'on peut avoir envie d'écrire une formule, et puis en disant qu'on considère cette formule sans être obligé de calculer pour quelle valeur elle a un sens ou pas. Donc on veut dire voilà la fonction machin, et puis après on regarde, voilà, ça existe. Alors que donc voilà, sinon pour les Anglais il faut absolument que ce soit une application, donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a des avantages, mais là donc on va regarder maintenant que des applications, on va considérer qu'on restreint ce qu'il faut, on enlève tout ce qui déborde dans l'ensemble de départ, on obtient un nouvel ensemble de départ, et hop, une application. Très bien. Alors, donc parmi ces applications, il y en a qui sont surjectives. On dit que ce sont des surjections. Alors qu'est-ce que ça signifie ? En fait, ça signifie que tous les éléments de l'espace d'arrivée ont tous au moins un antécédent. C'est-à-dire qu'on n'évite personne à l'arrivée. Il y a des flèches qui partent, qui tapent sur tout le monde. Possiblement plusieurs flèches qui tapent au même endroit, hein, comme sur le dessin qui est indiqué à côté. Mais voilà, tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent. Et peut-être plusieurs. Mais en tout cas, tout le monde a un antécédent. Alors, je vous ai écrit ça en formule pour s'habituer un petit peu à l'écriture formelle des mathématiques. Là. Donc, vous voyez en bas cette formule, quel que soit A appartenant à grand A, donc quel que soit l'élément de l'espace d'arrivée, il existe au moins un petit d dans l'ensemble de départ, hein, donc c'est là, hop, tel que f de d égale A. Quel que soit A, il existe un d ici, dont l'image est A. Au moins, peut-être plusieurs. Voilà. Alors, en pratique,
regardons sur des fonctions de R dans R, donc des tracés de courbes comme ça. Vous pouvez mettre sur pause et chercher un petit peu, et à votre avis, voilà, est-ce que vous arrivez à identifier les fonctions là, de R dans R qui sont surjectives? Alors, bon, j'ai donné les réponses. Hein. Alors la première, en haut à gauche, donc nous voyons que si on prolonge la courbe, j'ai pas pu tracer une courbe infinie, bien sûr, sur un espace fini, donc si on prolonge, on voit bien qu'elle descend, voilà, elle descend jusqu'en bas, jusqu'à l'infini, elle fait cette boucle et elle remonte. Donc quelle est son image? C'est-à-dire quelles sont les hauteurs qu'elle peut prendre? Quand x varie de moins l'infini à plus l'infini, quelles sont les valeurs qu'elle peut prendre? On voit bien que ça va de aussi petit que je veux dans les négatifs, et puis aussi grand que je veux dans les positifs, et puis il n'y a pas de trou entre les deux, toutes les valeurs. Hein, si j'aplatis la courbe sur l'axe des y, j'obtiens bien tout l'axe des y, donc l'image de cette fonction, c'est R complet, et donc cette fonction est surjective. Très bien, alors la deuxième, alors pour que ce soit une application, forcément, on voit qu'en 0, il y a un problème, donc il est sous-entendu par le D5, c'est une fonction, une application de R étoile dans R. Alors est-ce qu'elle est surjective? De même, si j'aplatis toute la courbe, hop, sur l'axe des ordonnées, je vois que j'obtiens de moins l'infini en bas à plus l'infini en haut, et donc par conséquent, la deuxième est également surjective. Alors la troisième, donc la troisième, cette espèce de petit W là, okay, si j'aplatis la courbe, vous voyez, si je regarde les hauteurs que je peux faire, j'obtiens un certain minimum là, qui est par là, ici, là, et puis ça descend pas plus bas. Il n'y a pas de point là ça ne peut pas faire moins 4 ou moins 5 là. Il n'y a pas de valeur de x pour laquelle je descends aussi bas. Donc cette application-là n'est pas surjective. Et la toute dernière, alors la dernière, voyez, c'est les valeurs de x, quand x varie, les valeurs de y sont toujours entre moins 2 et 2, et donc on ne peut pas avoir la valeur 3 ou la valeur 4, donc elle n'est pas surjective non plus. Voilà. Alors, en pratique, si je donne une formule, comment je peux savoir, si je n'ai pas la courbe, hein, juste par le calcul, est-ce que la fonction est surjective ou pas? Donc, j'ai pris un exemple, j'ai pris cette fonction là de R privé de 1. Alors ça veut dire privé de 1, pourquoi? Parce que vous voyez la formule que j'ai donnée, la 2x sur x moins 1, si x égale 1, il y a un problème. D'accord? On ne peut pas diviser par 0. Hein. Donc, pour avoir une application, il faut que je prenne comme ensemble de départ R où j'enlève 1. Il est facile de voir que pour n'importe quelle autre valeur que 1, je peux faire 2 fois cette valeur, ce nombre moins 1, et diviser l'un par l'autre. Si ça ne fait pas 0, on peut toujours diviser. Hein. Ok, donc j'ai une application qui va de R où j'enlève 1 dans R et qui a x ceci, donc 2x divisé par x moins 1. Ok. Alors, pour vous montrer qu'elle est surjective, il faut que je montre que quelle que soit l'image dans R, l'espace d'arrivée, il existe au moins un antécédent. Autrement dit, je vais chercher un x, si je prends un y n'importe où, il faut que je trouve un x tel que f de x soit égal à y. Alors, en pratique, je pose l'équation, voilà. Donc x sur x moins 1 égale y. Donc je suppose qu'y est une valeur que je connais. Hein, elle n'est pas précisée, mais c'est une valeur connue, 2, 8, 5, bon. Montrer qu'il existe une valeur de x qui va me permettre d'obtenir cette valeur y. Donc il faut que je trouve la valeur de x, hein, c'est x mon inconnu là, alors que je suppose que y est connu. Donc je multiplie par le dénominateur, j'obtiens que 2x, hein, je passe le x moins 1 qui était ici de l'autre côté, donc 2x est égal à x moins 1 fois y, je développe ce produit, ça fait xy moins y. Bon. De là, comment je fais pour trouver x? Je vais passer tous les termes, celui-là et celui-là où il y a du x, du même côté. Et donc j'obtiens 2x moins xy, hein, ce terme-là passe de l'autre côté, son signe change, est égal à moins y. Donc ça, je peux mettre x en facteur comme on fait d'habitude. Ça fait x facteur de 2 moins y qui est égal à moins y. Et donc, en divisant, j'obtiendrai que x est égal à moins y sur 2 moins y. Donc a priori, je trouve une valeur de x qui fonctionne. Sauf qu'en y regardant de plus près, il y a un problème si jamais y égale 2. Parce que si y égale 2, je ne peux pas diviser par 2 moins y, vous voyez, hein, si y égale 2, l'équation qui est ici me donnait 0 fois x égale moins 2. Pas possible. Donc effectivement, voilà, il y a une valeur, seulement une pour laquelle ça ne marche pas. Si y valait 2, on ne peut pas obtenir 2. Donc on obtient toutes les valeurs de R sauf 2. Donc c'est pas surjectif. Par contre, si j'avais pris comme espace d'arrivée R privé de 2, alors ça aurait été surjectif. Mais, vous voyez, juste de R privé de 1 dans R, ce n'est pas surjectif. Ensuite, deuxième propriété importante, les applications, cette fois, qui sont injectives. Alors, donc une application injective ou une injection, c'est lorsque chaque élément de l'espace d'arrivée a maximum un antécédent. Donc ils peuvent ne pas en avoir, mais pas plus qu'un. D'accord ?
Donc voilà, c'est le dessin que j'ai mis là. Il faut essayer de se représenter, vous voyez, c'est comme si un petit peu une injection, c'est comme si l'espace de départ s'injectait dans l'espace d'arrivée, vous voyez. Tous les éléments arrivent quelque part, mais à un seul endroit, ça on le savait déjà parce que c'est une fonction, mais il n'y en a pas d'autre. D'accord ? Ça n'arrive pas à plusieurs endroits à la fois, ça ne se replie pas, ça ne se referme pas. Enfin, l'idée c'est un peu ça, c'est un peu hop, l'espace de départ qui s'injecte dans l'espace d'arrivée. C'est une histoire, hein. On va voir d'autres exemples plus tard, mais c'est une image un peu qui explique le terme injection, vous voyez. Et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai une injection, ok, donc il y a une seule flèche qui arrive, maximum, à un endroit donné, il y a maximum une flèche qui arrive. Donc si j'inverse toutes les flèches, pour rigoler, tiens, je mets l'origine là, la flèche de l'autre côté, j'obtiens une fonction de A dans D. Pourquoi ? Parce que la contrainte qui n'avait pas le droit que ça parte d'un point et que ça arrive à deux endroits, là elle est vérifiée. Puisque chaque élément de l'image a un antécédent unique, en associant à un élément de l'image cet antécédent, j'obtiens bien une fonction. Vous voyez ? Donc une application injective, c'est une application qui me permet, en inversant les flèches, d'obtenir une fonction qui va dans l'autre sens. Donc voilà, c'est une propriété extrêmement importante. Hein. Et en pratique, on va essayer de voir sur des dessins, est-ce qu'on peut le retrouver. Alors, ah oui, j'ai oublié, la formule. Alors, c'est un peu plus dur d'écrire ça avec des formules maintenant. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si j'ai une application oui, d'espace de départ D, d'espace d'arrivée A et de graphe G, donc l'ensemble des flèches, l'ensemble des couples G, qu'est-ce que ça signifie qu'elles soient injectives? Donc, ça veut dire que si je prends deux éléments, D dans l'espace de départ, D' dans l'espace de départ, s'ils sont différents, c'est pas les mêmes, D est différent de D', ils arrivent à deux endroits différents. F de D et F de D', c'est pas la même chose. Ok, donc c'est ça que ça veut dire, mais en pratique, calculer avec des différents, c'est compliqué. Parce que si on veut dire, tiens, x est différent de 2, donc x plus x différent de 4, enfin, vous voyez, c'est pas très simple, parce que 4 est aussi différent de 5, donc est-ce que x est différent de 5? Enfin, vous voyez, c'est compliqué de travailler avec des différents, de faire des calculs avec des différents. Donc on a une astuce pour faire des calculs qui s'appelle la contraposée. Pourquoi? Parce que c'est un principe général. Hein. Si quand A est vrai, B est vrai, alors si B est faux, A est faux aussi. C'est un principe général, vous voyez. Donc, pour démontrer que si D est différent de D', alors f de D est égal à f de D', est différent de f de D', je vais montrer que si f de D est égal à f de D', si c'est faux l'arrivée, alors D égale D'. C'était faux le départ. Vous voyez, comme ça, je travaille avec des égales plutôt qu'avec des différents, avec des signes égales plutôt qu'avec des signes différents, et ce sera plus simple. Donc, on va regarder d'abord sur des courbes ce que ça donne, et puis après, on fera un calcul pour voir. Donc, allez, au travail, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez un peu de temps pour réfléchir. Et à votre avis, là, dans les courbes qui sont tracées ci-dessous, lesquelles représentent des applications injectives? Alors, moi je donne les solutions tout de suite. Donc, la première, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, vous savez, qui nous fait notre petit S à l'envers, là. Donc, on a vu qu'elle était surjective, mais alors, est-ce qu'elle est injective? Qu'est-ce que ça signifie, injective? Ça signifie que quand je prends un élément de l'espace d'arrivée, donc qui est l'axe des ordonnées, il existe maximum un antécédent. Mais regardez, si je prends 0 par exemple, donc l'altitude 0, là la courbe, il y a plusieurs points où elle vaut 0. Il y a moins 2 hein, ici, hop, il y a 0 et il y a 2. Donc j'ai f de 2 égale 0, f de moins 2 égale 0, f de 0 égale 0. Donc j'ai 3 points, 2, moins 2 et 2, qui tous les 3 arrivent sur 0. Donc ce n'est pas une application injective. Ensuite, la suivante alors. Donc la suivante, là, elle est croissante, d'accord, hein, ça se voit, bon, elle monte tout le temps. Donc, même si elle s'aplatit en 0, hein, elle est croissante. Donc, alors on pourrait se demander s'il n'y a pas plusieurs endroits où elle vaut 0. Là, effectivement, il faudrait zoomer. Mais en admettant qu'elle soit toujours strictement croissante, forcément, pour chaque hauteur, il y a un seul point qui correspond. D'accord? Donc ça, c'est un théorème général qui est facile à démontrer. Si une fonction est strictement croissante, elle est injective. Si elle est strictement décroissante, aussi. Voilà. Ensuite, donc celle-là, elle est injective. La troisième. Alors là, la troisième, donc c'est une application encore, donc vu le dessin, il ne faut pas qu'elle soit définie en 0, hein, donc c'est une application de R étoile dans R. Alors, est-ce qu'elle est injective, celle-là? Il faut regarder. Là, pour chaque hauteur, il n'y a qu'une seule valeur qui correspond. Hein. Si les valeurs sont négatives pour l'ensemble d'arrivée Y, il y a un antécédent de ce côté-là. Si les valeurs de Y sont positives, il y a un antécédent de ce côté-là. Mais il y en a maximum un. Il n'y en a pas toujours. Vous voyez, pour 0, il n'y a pas d'antécédent. La courbe ne coupe jamais l'axe des X. Pas grave. Injective, il y a le droit qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'antécédent.
Par contre, il en faut maximum 1. Donc celle-ci est également injective. La dernière, alors il y a un trou, là, ça a l'air un peu plus compliqué. Donc il faut noter qu'en 0, là, il ne peut pas y avoir de valeur. Alors je ne sais pas si c'est celle du haut, celle du bas ou aucune des deux. Peut-être c'est pas défini en 0, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de valeur. Hein, sinon, ce n'est pas une fonction. Je vous rappelle, pour toute valeur de x, il y a un seul point qui correspond. Ben voilà, alors pour chaque hauteur, est-ce qu'il peut y avoir... donc il y a plein de hauteurs pour lesquelles il n'y a pas d'antécédent. Vous voyez, toutes les hauteurs qui sont ici, là, entre moins 1 et 1, elles n'ont pas d'antécédent. Par contre, ben, toutes les hauteurs qui ont un antécédent en ont un seul. Hein. À chaque fois, je prends une valeur ici, hop, ça coupe la courbe qu'une seule fois. Dès que je fais un trait horizontal, ça ne coupe la courbe qu'une seule fois. Donc celle-là est encore une injection, une application injective. Alors, reprenons notre exemple pour le faire avec le calcul. Donc je vous ai dit, l'astuce, hein, pour montrer que la fonction est injective, eh ben, écoute, je prends l'équation f de x égale y, f de y, voilà, je suppose que ben, x et y arrivent au même endroit. D'accord? Ce qui doit être interdit, ben, sauf si jamais c'était le même au début. Donc il faut que je montre que si f de x égale f de y, alors x égale y. Alors, ben, écrivons l'équation, donc ça fait 2x sur x-1 égale 2y sur xy-1. Là c'est f de x égale f de y. Hein. Alors, je fais un petit produit en croix, l'égalité de deux fractions, je multiplie ça par ça et ça par ça doit être encore égal. Hein. Donc j'obtiens que 2x fois y-1 doit être égal à 2y fois x-1. Je développe ce petit calcul, ça me fait donc 2xy moins 2x ici, 2yx moins 2y ici. Oh, bah 2xy, 2y c'est la même chose, je l'efface, ça fait moins 2x égale moins 2y, et donc de là, il est facile de conclure x égale y. C'était ce que je cherchais. J'ai montré que cette fonction est donc injective. Vous voyez, elle n'était pas surjective, mais elle est injective. Voilà la méthode pour, à partir d'une formule, une fonction de R dans R, pour montrer si elle est injective ou surjective. Ok, alors maintenant la troisième. Donc c'est pas vraiment la troisième, puisque c'est une compilation des deux précédentes. Hein. Une application bijective, c'est à la fois une application qui est à la fois injective et surjective. Donc pour chaque élément de l'espace d'arrivée, il existe au moins un antécédent, surjectif, et il existe au maximum un antécédent, injectif. Donc il existe exactement un antécédent pour chaque élément de l'espace d'arrivée. Donc voilà, cette fonction comme ça s'appelle une application bijective. Alors cette fois, je peux inverser les flèches. Hein, quand je vais mes flèches là, de D dans A, hop, je change de sens, mes flèches, j'obtiens l'application de A dans D, qui fait exactement le contraire, qui annule l'action de l'application F. Vous voyez, si je fais d'abord F, ensuite je fais F-1, hein, on la note F-1, cette application, l'application réciproque, et ben ça s'annule. Vous voyez, donc c'est vraiment l'opération qui revient en arrière. Imaginez si j'ai F qui à 2 donne 5, et ben F-1 à 5 il donne 2. Vous voyez, c'est celle qui revient en arrière. Donc voilà, si on a une application bijective, ce sont les applications pour lesquelles on peut les annuler, vous voyez, où il y a une inverse. Donc la première chose à faire, c'est essayer de voir est-ce qu'on arrive avec ces courbes-là repérées, celles qui sont bijectives. Bon alors, donc la toute première, elle part de moins l'infini, elle va jusqu'à plus l'infini, donc elle recouvre tout l'axe des ordonnées, donc elle est surjective. Et puis, eh bien on l'a déjà vu sur la slide précédente, si on admet qu'elle est strictement croissante, hein, elle est injective, donc celle-ci est bien bijective. Super. Alors la deuxième est plus compliquée, oh là là, il y a un trou, il y a des choses bizarres, elle est croissante au début, décroissante après, croissante en plus. Alors, il faut regarder. Donc toutes les valeurs qui sont ici, là, entre jusqu'à moins 1 à peu près, ont toutes un antécédent qui est sur ce morceau de courbe-là. Donc il en existe un, puis il en existe un seul, ça coupe qu'ici. Entre moins 1 et 1, là, bah, les traits horizontaux que je pourrais faire, vous voyez, pour chaque valeur, pour chaque hauteur, coupent une seule fois ce segment-là. Donc il y a bien un seul antécédent pour les valeurs entre là et là. Et puis si ça dépasse 1, à partir de là, il y a un seul antécédent pour les hauteurs 4, 6, 8, etc., qui se trouve sur cette courbe-là. Donc ce qui peut sembler étonnant, parce qu'elle a l'air très compliquée, mais cette fonction-là, enfin cette application-là, est également bijective. Alors vous allez me dire, oui, est-ce que c'est défini en moins 1 et en 1? Bon, ça c'est pas un problème. Peut-être qu'il n'y a pas de valeur en 1 et moins 1. Mais en tout cas, sur le dessin, vous voyez, s'il n'y a pas de trou dans les hauteurs, on n'a pas l'impression qu'il y a des trous dans les hauteurs, donc ça veut dire qu'elle est bien surjective, donc bijective. Ok, donc la précédente, alors si on la prend de R étoile dans R, on voit qu'elle n'est pas bijective, parce qu'elle n'est pas surjective, hein, puisque comme on l'a déjà dit, ben voilà, l'image de 0 n'est pas atteinte, la courbe ne coupe pas 0, donc elle n'est pas bijective. Voilà, elle est injective, mais pas surjective. Alors la suivante, celle-là, on n'avait pas vu encore, donc c'est une espèce de parabole. Hein. Alors, ben déjà, elle n'est pas surjective, puisque les valeurs négatives ne sont jamais atteintes.
Il n'y a pas d'antécédent pour les valeurs négatives, donc elle n'est pas surjective. Mais en plus, celle-là n'est pas injective non plus. Vous voyez, parce que chaque hauteur à part 0, ici, par exemple 2, a 2 antécédents. 3 a 2 antécédents aussi. Donc ça veut dire que celle-là est ni injective, ni surjective. D'accord? Et en fait, la plupart des fonctions sont ni l'un ni l'autre. Hein. Okay, il n'y a pas de raison que les fonctions soient surjectives ou injectives, ou a fortiori bijectives, quoi. Mais c'est le plus intéressante. Donc il n'y en a pas beaucoup parmi les fonctions, mais c'est celles qui vont le plus nous intéresser. Alors, un petit peu de subtilité, juste pour vous dire qu'on ne peut pas voir ça juste avec la formule. D'accord? Une application, parce que celle que je viens de voir, là par exemple, c'était l'application qui a x à ce x2. Elle était ni injective, ni surjective. Donc vraiment pas bijective, quoi. Hein, si je prends l'application de R dans R, qui a x à ce x2, bah voilà, c'est pas surjective parce qu'il n'y a pas les valeurs négatives. Les valeurs négatives n'ont pas d'antécédent. Et c'est pas injective parce que, par exemple, 4 a 2 antécédents qui sont 2 et moins 2. Mais juste en changeant l'ensemble de départ, donc je prends l'application G qui ressemble beaucoup à F, hein, puisque c'est la même formule, c'est x2, mais qui va de R+, dans R+, alors celle-ci, eh bien on peut regarder, déjà, elle est surjective, parce que toutes les valeurs positives sont bien des carrés, d'accord? N'importe quel nombre, un 2 est un carré, c'est le carré de racine de 2. Voilà. Et tous les nombres positifs sont des carrés, et puis c'est injectif, c'est aussi simple, parce que c'est strictement croissant. D'accord? Si un nombre est plus grand qu'un autre, son carré est plus grand que son carré, donc la fonction est à la fois injective et surjective, donc c'est une bijection. Donc voilà, je vous ai fait le tracé de la courbe x2 ici, vous voyez, c'est la courbe en violet. Hein. Et bien en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on trace g-1, donc la fonction réciproque, la fonction qui fait l'inverse, donc c'est la fonction racine carrée, hein, et bien voilà, son tracé est rose, et les deux tracés sont symétriques, parce qu'en fait, hein, par rapport à cet axe bleu là, qui est la droite d'équation y égale x, parce que dire que y c'est égal à f de x, c'est pareil que de dire que x c'est f-1 de y. D'accord? Donc si je prends une bijection, hein, ça inverse les x et les y. Vous voyez, le tracé de la fonction f et la traction f-1 sont toujours des courbes symétriques par rapport à cette droite, puisqu'en fait on peut les obtenir en inversant le rôle de x et de y. Quoi. Voilà. Alors, je voulais vous expliquer que cette notion de bijection, qui a l'air très compliquée, en fait, vous l'utilisez depuis très longtemps. En effet, regardez, si je compte les éléments qui sont là, hein, donc là au début il y en a 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, quand je compte des jetons ou des objets, en fait, ce qu'on apprend à faire aux élèves depuis tout petit, on ne dit pas bijection, on dit correspondance terme à terme, enfin on ne dit même pas ça, mais on leur fait faire une correspondance dans leurs termes entre les éléments de la collection qui comptent et les mots de la comptine numérique qu'ils ont appris par cœur, donc la comptine numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, bref, c'est ça la comptine numérique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une comptine qui a priori n'a pas de sens, et on leur dit qu'il faut associer à chaque élément le premier mot, donc 1, 2, 3, 4, et là quand tu t'arrêtes, hop, le résultat est 4. Et donc compter des objets, c'est faire une bijection entre les objets et les mots de la comptine. Et le résultat, c'est le nombre qu'on donne. Et donc quand on y réfléchit, si je vous pose la question qu'est-ce que c'est qu'un nombre, c'est compliqué. On va dire ah, c'est un symbole, ça s'écrit avec des chiffres, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Vous voyez, qu'est-ce que ça signifie 5? Bah 5, c'est le point commun à 5 chaises, à 5 stylos, à 5 jetons. Vous voyez, c'est tous les ensembles que je peux mettre en bijection avec mes 5 jetons. Ouais, si il y a autant de jetons que de chaises, eh ben, il y en a 5. Donc en fait, ce mot 5, ce nombre, vous voyez, ça désigne... c'est un peu compliqué à expliquer, vous voyez, mais c'est ce qu'il y a de commun à tous les ensembles qui ont le même nombre d'éléments, quoi, comme ont 5. Enfin. Donc en fait, c'est comme ça qu'on explique aux enfants à compter, en fait. Hein, on leur demande de mettre autant de jetons qu'il y a de vaches sur le dessin. On leur apprend à en mettre autant qu'eux, c'est-à-dire à faire des correspondances terme à terme. Par exemple, pour savoir qui a gagné un jeu, comment on fait pour savoir qui a plus de jetons quand on ne sait pas compter? Eh ben, on met 1 à toi, 1 à moi, 1 à toi, 1 à moi, 1 à toi, 1 à moi. On fait une correspondance terme à terme, autrement dit une bijection. Et puis quand on ne peut plus, s'il en reste d'un côté, on dit ah, il y en a plus. Parce que quand on a une bijection entre deux éléments, bah, il y a le même nombre d'éléments dans l'ensemble de l'un et de l'autre. Ok? Donc voilà, c'est une chose qu'il faut bien comprendre et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, donc je vais revenir vite fait là-dessus. C'est que si on a une application injective, alors on va commencer par surjective. Si j'ai une application surjective de deux ensembles comme ça, et que les deux ensembles sont finis, comme sur le dessin, forcément, l'ensemble d'arrivée, il est plus petit que l'ensemble de départ. Au pire, de même taille si c'est une bijection, mais il peut être plus petit, mais il peut être plus grand en tout cas.
voyez, s'il y a plus d'éléments à l'arrivée, je ne vais pas réussir à recouvrir tous les éléments avec l'ensemble de départ. Donc une surjection, moralement, vous voyez, c'est on passe d'un grand espace à un petit. Hein. Et alors les injections, bah, c'est l'inverse. Pour pouvoir mettre toutes mes flèches dans des cases différentes, vous voyez, c'est faire une injection. Là, si c'était des chaussettes au début, bah, il faut que je les range dans des tiroirs tous différents. Il faut que j'ai plus de tiroirs que de chaussettes. Donc pour avoir une injection entre deux ensembles finis, il faut que l'ensemble d'arrivée soit plus grand que l'ensemble de départ. Alors il y a encore cette notion dans l'espace infini, mais c'est plus compliqué. On verra plus tard, dans d'autres vidéos. Bon. Donc ça c'est important. Et donc quand il y a une bijection, bah, entre deux ensembles finis, ça veut dire qu'il y a le même nombre d'éléments. Donc revenons-y. Vous voyez, si j'ai voilà, deux ensembles finis comme ça, une bijection entre les deux signifie qu'ils ont fatalement le même nombre d'éléments. Ok. Alors, tout ça pour dire que finalement, ce qui a l'air d'être très peur, la bijection, c'est quelque chose de tellement fondamental que c'est comme ça qu'on a appris à compter, sans s'en rendre compte. D'accord ? C'est comme ça qu'on détermine qu'il y en a autant qu'eux. Quand on va chercher autant de stylos qu'il y a de gens dans le groupe, on fait une bijection entre l'ensemble des stylos et l'ensemble des gens du groupe. Soit on l'a fait en mémorisant qu'il en faut 4, soit on l'a fait en regardant les gens qui sont à proximité, voir combien il faut que je prenne de stylos. Mais dans tous les cas, compter, c'est faire une bijection. Comme quoi, hein, on en fait depuis longtemps. Ok. Alors, d'autres exemples très typiques et importants à comprendre. L'injection canonique, par exemple, de R dans R2 ou d'un espace de dimension plus petite dans un espace de dimension plus grand, c'est toujours, vous voyez, cette application qui a X, donc un élément de R, associe le couple X0. Vous voyez, c'est la droite rouge, l'ensemble des nombres réels, hop, je l'injecte dans le plan. Vous voyez, l'image de la droite, d'ensemble des nombres, ça devient une droite dans le plan. C'est cette histoire d'injection, vous voyez, l'ensemble de départ que j'injecte dans l'espace d'arrivée, quoi. Hein, c'est exactement ça. Et inversement, la projection canonique, par exemple, c'est l'inverse. Alors, j'ai tous les points du plan, et puis je projette sur un des deux axes. Là, j'ai pris le premier, hein, j'aurais pu prendre le deuxième. Vous voyez, tous les points, hop, on projette sur l'axe des X. Donc là, là c'est surjectif, mais c'est vraiment, vraiment pas injectif. Vous voyez, tous les points au-dessus arrivaient tous au même endroit. Hein, donc, quelque part, une surjection, vous voyez, on oublie des propriétés. On a plein de nombres, et puis on les met tous ensemble, tous ceux qui vérifient telle propriété, on les met tous ensemble. Là, tous ceux qui ont la même X, vous voyez, c'est des regroupements de choses comme ça. Une surjection standard, ça peut être des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il peut arriver que ce soit très très dur de revenir en arrière. Hein. Donc typiquement pour celle-là, et je t'en donne un autre exemple pour expliquer ça, pour illustrer cette propriété. Vous voyez, si je prends l'application qui est aux nombres entiers, naturels, n, associe pair ou impair. Voilà, 0, pair, 1, impair, et ainsi de suite. Bah, je vois que j'arrive à pair et pair, les deux sont, pair et impair, les deux sont pris. Donc c'est très très surjectif. Par contre, il y a plein d'antécédents pour pair. Il y a 0, 2, 4, 6, 8, etc. pour impair aussi. C'est vraiment pas injectif, vous voyez. Hein, c'est pas... voilà. C'est possible que les propriétés ne marchent pas ensemble. Parce que ce qui est traite dans ces définitions, si on les regarde si on les reprend les définitions, c'est que f injectif, vous voyez la phrase, tout élément de l'ensemble d'arrivée possède au plus un antécédent. F surjective, tout élément de l'ensemble d'arrivée possède au moins un antécédent. Bon, il y a un mot d'écart. Ça n'a pas l'air d'être une notion fondamentalement différente. Et en fait, si, ça n'a juste rien à voir. C'est-à-dire que, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Tout d'abord, si j'ai une application qui n'est pas surjective, c'est pas dur de faire une surjection. J'enlève ce qui dépasse dans l'espace d'arrivée, vous voyez, hein, et je prends l'application, si f est une application surjective, qui n'est pas surjective, je veux dire, qui va de D dans A, et bien au lieu de prendre A, là je prends l'image de la fonction comme espace d'arrivée. Et je prends la même, qui va de A dans l'image de la fonction. Hop, elle est surjective. Donc c'est vraiment pas compliqué à partir d'une fonction, n'importe quelle formule, vous voyez, bon, il faut faire des petits calculs pour savoir exactement quelle est son image, mais la transformer en surjection, c'est jamais bien dur. Alors que, par contre, vous voyez, si je prends l'application de parité, pour revenir en arrière, trouver quelque chose d'injectif à partir de ça, ça va être compliqué. Hein. Dès que je prends plus que 3 nombres, je ne vais jamais réussir, quoi, vous voyez, à trouver quelque chose d'injectif, hein, qui donne que des résultats différents, quoi. Donc, dans l'autre sens, par contre, il faut bien voir qu'une injection, en fait, c'est presque une bijection. C'est-à-dire que si f est injective, les flèches arrivent à un seul endroit, on peut inverser les flèches. Alors pourquoi on a besoin de bijectif? Parce qu'on n'obtient pas une application. Il y a des éléments, si c'est pas surjectif, il y a des éléments qui n'étaient pas à toucher, donc l'application réciproque, la fonction réciproque n'est pas définie partout. D'accord? Et donc, on part d'une application, pour avoir une application réciproque, il faut en plus que j'ai pris une application surjective. Mais c'est pas le truc compliqué, quoi. C'est pas la propriété difficile à réaliser. Celle qui est difficile à réaliser, c'est l'injection. D'accord? Une fois que j'ai une injection, moralement, j'ai presque une bijection. Il suffit d'enlever ce qui gêne, quoi. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles,
Je voulais encore vous dire que, voilà, enfin, illustrer ça avec les exemples qu'on a vus avant, vous voyez, hein, c'est les projections, c'est tout ce genre de choses. Voilà, ce sont des surjections sur lesquelles on ne pourra vraiment pas revenir en arrière. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Hein, c'est vraiment des notions extrêmement utiles, mais très différentes. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai été clair et que cette vidéo vous a plu. Et puis, à bientôt pour une autre si c'est le cas.